Donc là, c'est RFCE pour la page Contactez-nous. C'est bon? Ok, page, on a dit c'est H1. On va dire page contact. Ok, donc ici, nous avons bel et bien nos différentes pages qui sont des composants React. Maintenant, notre objectif, donc, après avoir installé npm install React au routeur DOM, notre objectif c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, ici au niveau de notre navbar, si je clique sur accueil, ici la page d'accueil doit apparaître. Si je clique sur à propos, c'est la page à propos. Si je clique sur contact, c'est la page contact. C'est ça notre objectif. Donc, je répète, la première des choses, on installe bien React-routeur-DOM parce que c'est ça qui gère le routage en React. Et une fois installé, on va revenir au niveau de app ici là. Je vais enlever les deux là, j'en ai pas du tout besoin. Je laisse la navbar parce que ça sera la navbar de toutes les pages. Ok. Donc j'enregistre. Donc ici, c'est que je vais venir faire. Je dois venir importer plusieurs choses. Donc je vais venir faire import. Je vais importer quoi ici? Je vais ouvrir les accolades. Excusez-moi. Je vais ouvrir. Excusez-moi. App. Donc, je vais ouvrir les accolades auxquelles je vais dire. Je vais importer un truc qu'on appelle le browser router. Le browser router, c'est pour dire routage au niveau du navigateur. Je l'importe de quoi? De React Router DOM. Ensuite, je vais importer route au pluriel. Ensuite, je vais aussi importer route en singulier cette fois-ci. Voilà. Donc, j'importe browser router, route au pluriel et route au singulier. Eux tous de React Router DOM. Et je vais expliquer le rôle de chacun. C'est bon? Ok. Déjà, browser router, lui, ça permet au navigateur de savoir que ici, nous sommes en train d'utiliser un système de routage de routage. C'est-à-dire, ça va lui permettre de créer des routes relatives. Ok? Route avec S à la fin, donc route au pluriel ici. Ici, c'est pour préciser quelles sont les routes que nous allons utiliser dans notre application. Notre route au singulier, c'est pour la route. Ça veut dire quelle est la route à utiliser en fait. Donc, je répète, browser router, c'est pour dire au navigateur que nous allons utiliser un système de navigation. Le route au pluriel, c'est pour dire voici les routes de l'application, c'est-à-dire toutes les routes que l'application aura. Et route au singulier, c'est pour préciser quel est le chemin de chaque route en fait. C'est-à-dire si on clique sur telle route, tu nous amènes ici. Si on clique ici, tu nous emmènes ici. Voilà un peu les trois. Maintenant, quand vous allez regarder peut-être d'autres tutoriels, d'autres développeurs font, quand ils font browser as route, pour simplifier que browser router est trop long, ils disent as router comme ça. Ça, c'est d'autres développeurs qui utilisent, mais ce n'est pas une obligation. En fait, le mot as, quand vous utilisez comme ça, c'est pour dire, au lieu de dire, voilà, c'est comme un alias de browser router, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Ok, j'enregistre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais d'abord enlever navbar, on va y revenir. Ok, au niveau de mon return ici, je vais commencer à venir importer déjà, excusez-moi, je vais venir importer la première des choses qui est browser router. Bon, on a nommé router. Vu qu'on a nommé router, si vous n'avez pas mis l'alias, c'est browser router directement. Ok? Si on n'avait pas mis l'alias. Alias, c'est browser router. Oh, ok. Voilà, mais comme on a mis on va l'appeler router pour le diminutif. Okay. Voilà. C'est bon? Oui. Ok, ici, tu l'appelles comme ça, comme une balise paire. Et après l'avoir appelé, on va aussi appeler les routes au pluriel. Excusez-moi. Nos routes au pluriel. Ok? Donc, je répète, le routeur, c'est pour dire au navigateur que ici, nous sommes en train d'utiliser un système de navigation. Et les routes, pour lui dire, voici les routes que nous allons utiliser. Maintenant, ici, au niveau des routes, pour pouvoir définir chaque route, on utilise la route. Donc, cette fois-ci, route sans S est une balise anonyme. C'est-à-dire, c'est un composant qu'on appelle sous forme de balise anonyme. D'accord? Ok. Donc, je vais l'appeler en faisant route. Et ici, je ferme bien le truc. Excuse-moi.
Je ferme bien comme ça. OK? Maintenant, ici, je tiens à le dire, on va définir au moins plusieurs routes comme ça. Donc ici, tu dois mettre toutes les routes. La première route, nous, on a dit que c'est la page d'accueil. Donc, il faut lui dire PAF. PAF, ici, ça représente la route relative. Ça veut dire que si on clique sur slash ici, ça veut dire que si on est sur slash, on est sur la première page. Donc, le slash représente la première page qui est la page d'accueil. Ensuite, qu'est-ce que tu dois charger? En d'autres termes, on dit si l'utilisateur clique en slash, tu dois ramener sur la première page. C'est la route home. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok, c'est bon, je vais revenir sur la première page, mais je vais charger quel composant? C'est-à-dire quel composant je vais afficher sur la première page en fait. Est-ce que tu comprends? Alors on lui dit, ok, si l'utilisateur est sur la première page, ce que nous on veut, c'est que tu puisses afficher donc l'attribut élément à afficher. Voici l'élément à afficher. Donc l'élément affiché, c'est un composant comme ça. Ok, l'élément affiché c'est quoi? C'est le composant home que voici. Comme ça. Ici, c'est qu'on est en train de lui dire, lorsque l'utilisateur revient à la page d'accueil, toi, tu nous affiches le composant home. C'est tout. S'il est à l'extérieur de la page d'accueil, ça veut dire qu'il n'y a pas de composant home. Tu comprends? Ensuite, on va faire du copier-coller pour gagner en temps. Voilà. Tous les autres, on fait du copier. Je vais faire du copier-coller. Excuse-moi, je ne sais pas qu'est-ce que je viens de faire. Excuse-moi. Je vais faire du copier-coller. Ok, ici on va dire si l'utilisateur clique sur About, ça veut dire slash About, ça veut dire que tu vas nous emmener sur la page About. C'est-à-dire que tu vas charger le composant qui s'appelle About. C'est bon? Et si il clique sur slash contact, après ici les routes relatives, c'est à toi de donner les noms. Moi je suis en train de mettre les noms, comme je dis, j'aime les noms en anglais parce que je me trouve trop cool et trop court. Voilà. Et ici il va nous demander, on va lui dire tu vas charger le composant contact. On fait l'auto-import. Voilà, tu vois qu'ici je charge tout. Donc j'enregistre, regarde ce qui va se passer. Si je reviens maintenant sur le navigateur, comme, regarde, tu vois ici, on a un slash. Tu vois non, ici. Comme on est sur slash, il est bien sur la page d'accueil. Si j'enlève ici, je mets contact, il me met bien sur la page contact. Tu vois qu'il charge le composant selon la route que nous, on lui donne. Maintenant, si je fais, et si je faisais contact 1, qu'est-ce que ça va faire? Ça me donne une page vide. Pourquoi? Parce qu'il va dire, je ne trouve pas la page contact. Comme je ne trouve pas la page contact, excuse-moi, comme je ne trouve pas la page contact, je ne peux rien t'afficher en fait. Ok? Donc maintenant, comment remédier à ce problème au lieu de nous afficher une page vide comme ça? C'est ici dont je vous avais parlé en ES6 de 404. Ça veut dire, on doit dire, si la page n'a pas, c'est-à-dire la route n'a pas été trouvée, tu dois afficher 404 en fait. Ok, ici je suis en train d'appeler page pour que tu puisses mieux comprendre. Mais le vrai nom c'est une route en fait. Ok, si la route n'arrive pas à nous renvoyer le composant, tu dois renvoyer le composant 404 à la place. Et ce composant, c'est à toi-même d'aller créer ça. Alors, comment le faire? Je vais ici donc au niveau de page ici, je vais créer un autre composant, je vais l'appeler 404. Je vais l'appeler plutôt, excuse-moi, not found. Voilà, pour dire page non trouvée. .gsx et RFCE. Ici, je vais juste mettre. Après, tu pourras designer comme bon te semble. Un H1. On va dire 404 pages non trouvées. Voilà, 404 de pages non trouvées. C'est bon? J'enregistre. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour afficher alors cette page-là? C'est la même manière comme on a fait pour les autres routes. Mais par contre, ça va légèrement changer. Pourquoi ça va légèrement changer? Parce que ici, c'est une page qui s'affiche que lorsque une route n'a pas été trouvée. Est-ce que tu vois? Donc, pour pouvoir le faire, le 404 se met à la fin. Je dis bien à la fin. C'est-à-dire, plus haut tu déclares les routes qui existent,
Et vers la fin, tu vas faire cette condition-là. Je vais faire copie. Et je place ça ici. Si j'ai mis l'espace ici, c'est pour dire que tu peux ajouter d'autres routes. Je vais mettre un commentaire pour que tu puisses mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Ici, on va dire page ou route existante. OK? Page ou route existante. Qu'on place ici et ici. Copie. Je fais un commentaire pour que tu puisses comprendre. CTRL V, on va dire page non trouvée. C'est bon? Non trouvée. Donc, si la page n'a pas été trouvée, on va afficher 404. Et donc, pour afficher 404, on fait slash comme ça. Donc, tu fais slash étoile, tout simplement. C'est-à-dire, quand tu fais slash étoile pour dire, tu vas récupérer, en d'autres termes, tu vas récupérer toutes les routes. C'est-à-dire que toutes les routes sont prises en compte. Maintenant, pourquoi on le place à la fin? Si tu le places au début, ça veut dire que même la page d'accueil va afficher 404. La page de base va afficher 404, la page à propos va afficher 404. C'est pourquoi on le place à la fin pour dire que si on saisit une route, toi tu vas aller rechercher dans la liste des routes, est-ce que cette route-là existe? Et si tu ne le trouves pas, alors tu renvoies ceci. Tu renvoies not found. Est-ce que tu vois? On lui dit, tu renvoies not found, mais je le précise, on le met à la fin. On ne le met jamais au début. Sinon, ça ne marchera pas du tout. Regarde, maintenant, j'enregistre. Si je reviens sur le site, on a bien page non trouvée. Et si je reviens ici, bam, on a accueil. Maintenant, regarde. Si je prends ça, je le déplace pour te montrer. Je vais le déplacer. Je le place plus haut ici, c'est-à-dire avant toutes les autres routes. Je le place ici, j'enregistre et je reviens sur ma page. Si j'actualise, je n'ai pas enregistré ou pas? J'ai enregistré. Ok, bon, là ça marche quand même. Nous affiche bien la page d'accueil. Tu dis? Est-ce que c'est pas au niveau de. Je dirais que c'est un peu sorti. Sorti où? Non, c'est normal. C'est normal. Ah, ok. En fait, ici, ce qu'il est en train de faire, il est juste en train de détecter automatiquement en fait. Mais pour éviter des erreurs futures, il faut le mettre à la fin. Là, voilà, là, React 19, la nouvelle version de React, est en train de détecter de façon automatique les pages. Mais les anciennes versions devaient afficher ça comme une erreur. C'est-à-dire, il devait afficher la page 404. Donc, c'est pour éviter les erreurs, il faut le placer à la fin. Voilà. Toutes les autres pages qui existent sont en haut. OK. C'est bon. Là, on a bien nos pages. Maintenant, notre objectif, ce n'est pas d'écrire ici chaque fois contact et about, mais c'est de cliquer dans notre navbar. Alors, je vais renvoyer mon navbar. Comment est-ce que je fais pour renvoyer la navbar avec ce système de routage? J'en ai deux. La première chose, je dis bien, je peux appeler ma navbar au niveau de app pour que ça soit global sur toutes les pages. OK? La deuxième des choses, je peux appeler navbar sur toutes les pages, c'est-à-dire de façon indépendante dans les pages où j'ai besoin. Par exemple, si j'ai besoin de la page about, plutôt la page, le composant navbar dans about, contact et O, je peux les placer directement là-bas. Et là où je n'en ai pas besoin, je ne l'appelle pas du tout. Mais dans le cas de notre exercice, ce que nous on va faire, je ne vais pas les appeler indépendamment, mais je vais l'appeler de façon globale. Ça veut dire après routeur ici, je vais venir l'appeler ici. Ici. Donc après routeur, je vais dire écoute, tu vas me charger navbar. Cette manière de faire va faire en sorte quoi? Cette manière de faire va faire en sorte que toutes les pages de mon application vont bénéficier de ce navbar là. Pas besoin de modifier. Chaque page que je visite va bénéficier de ce navbar. Donc si on revient, regarde, on a navbar dans la page contact. Même quand je change, ici, malheureusement, on n'a pas encore mis les routes, tu vois. Même quand je change, par exemple, manuellement, about, passe 4, tu vois, on a bien navbar. Si je reviens about normal, on a bien ceci. Donc, du moment que le navbar a été chargé au plus haut sommet, tous les composants, toutes les pages que je visite ont bénéficié de cette navbar. Et je redis, si je voulais que, par exemple, la page 404
Lui, on n'a pas besoin de navbar dans la page 404 normalement. Donc, en ce moment-là, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai deux possibilités. Ce que je vais faire, je vais enlever navbar ici, comme ça. Je l'enlève, je n'en ai pas du tout besoin. D'accord? Mais je peux créer, bon, ça, normalement, on doit voir ça plus tard, quand on parlera des props. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, je vais enlever ça comme ça. Et au niveau de chaque page, tu appelles bien navbar. Voilà. Là, au niveau de chaque page, tu appelles bien le composant navbar comme ça. Quand on parlera des props, nous allons voir comment appeler navbar une bonne façon, toutes les pages dont on a besoin. Donc, tu as compris. Donc là, comme ça, sur toutes les pages dont navbar est appelé, il sera affiché. Et regarde, ici, si je reviens ici, on est bien sur à propos. Et si je m'en vais sur la page d'accueil, on n'a plus la navbar. Pourquoi? Parce que dans la page d'accueil, on n'a pas importé navbar en fait. Tu comprends? Voilà. Mais pour ne pas trop traîner, on va le faire depuis la page app, le composant app. Voilà. Exact. Là, exact. Là, on a partout où on la paie. C'est bon? Parfait. Maintenant, notre objectif, comme j'ai dit, c'est quand je clique ici, ça doit me ramener sur cette page. Quand je clique sur à propos, ça doit me ramener sur la page à propos. Quand je clique sur contact, je dois aller sur la page contact en fait. Est-ce que tu vois? Mais ici, pourtant, je clique, rien ne se passe. Ce n'est pas un problème. En fait, c'est parce que je n'ai pas encore défini au niveau de ma navbar chaque route en fait. Donc, je vais revenir au niveau de ma navbar ici. Tu vois que ici dans href, il y avait du dièse. Or que le dièse, ça ne sort pas de la page. Donc ici, je vais juste faire slash. N'oublie pas, on a dit que si on clique sur slash, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller sur la page d'accueil. Et ici, en bas ici, on a dit c'est slash about. C'est ça, non? Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Ici, on ne met pas point HTML parce qu'on n'a qu'un seul HTML qui est index. Ici, vous mettez juste les noms des routes relatives. Voilà, slash about, il sait que c'est une route qui existe en fait et il va charger le composant about. Voilà. Ici, on va vers slash contact. Donc, c'est-à-dire que par exemple, avec le SPA qu'on a fait, on pouvait mettre index tout court sans mettre HTML devant. Par contre, oui, le SPA que vous avez fait. Oui, les sites que vous avez donné à Voilà, exact. Mais sauf que comme vous n'avez pas géré le routage là-bas, ça ne pouvait pas marcher. Voilà. Ça ne marche que quand le système de routage qu'on est en train de faire fonctionne en fait. Tu comprends, non? Ok. J'enregistre. Et si je reviens sur la page d'accueil, maintenant regarde, cette fois-ci je clique sur à propos, je clique sur contact, tu vois que je navigue bel et bien. Ok? Mais par contre, il y a un problème. Quel est ce problème-là? Observe là-haut ici. Je vais cliquer sur accueil. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Exact. Or, nous, on avait dit que quand une application se rafraîchit, il recharge toute l'application. Et ça, c'est un problème niveau bande passante. Et aussi, on ne bénéficie pas de la puissance de React en ce moment-là. Donc, nous, on doit faire en sorte que nos pages ne soient pas rafraîchies, mais juste mises à jour. C'est-à-dire, quand je clique sur accueil ici, l'application n'est pas rafraîchie, mais l'application est mise à jour, c'est-à-dire le composant auquel je me trouve est démonté et un autre composant dont j'ai besoin est appelé. Pourquoi? Parce que React, on avait dit qu'il utilise le Virtual DOM où il stocke tous les composants là-bas et à chaque fois que nous on fait appel, il nous affiche juste le composant. Ce système-là, on appelle quoi? On appelle ça, je démonte un composant pour monter un nouvel composant. C'est-à-dire que le composant quitte et donne la place à un autre composant qui existe déjà. Donc, pour pouvoir éviter de faire ce genre de routage, alors React a mis en place un système qu'on appelle le link. C'est-à-dire, le système de link, au lieu d'utiliser les balises A ici, on va utiliser une balise link qui vient de notre librairie qu'on a installée tout à l'heure de React, le routeur DOM, de notre dépendance. Donc, cette manière de faire va permettre à React de ne pas rafraîchir l'application à chaque fois, mais juste de nous envoyer ce qui est convenable. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, au lieu de A ici, mais je tiens à préciser, par contre, tu vas garder tes A lorsqu'il s'agit par exemple de faire afficher les réseaux sociaux, parce que dans les réseaux sociaux, on utilise les target blank qui permet de sortir de la page en fait. Voilà.
Là, tu vas utiliser tes links, là, tes A là-bas. Mais tout ce qui est navigation interne de l'application, on utilise cette fois-ci non pas A, mais la balise link. Comme ça. Regarde. Cette balise link, tu le prends de React Router DOM. Tu fais comme ça. OK, link. Et ici, tu places fin link. OK. C'est une balise A en fait, mais optimisée pour React. C'est bon? Voilà. Et maintenant, cette balise link, contrairement à A qui prend l'attribut href, lui il ne prend pas l'attribut href, mais il prend l'attribut tout. Tout pour dire, quand on va cliquer sur accueil, tu vas nous emmener sur telle page. Sur la page accueil. C'est bon? OK. Et j'enregistre. Et partout où on va voir le A dans notre navbar, on va le modifier. Donc, partout où j'aurai A comme ça, je vais faire rapidement pour gagner en temps. C'est bon. Partout où j'ai A, je vais le modifier en faisant link. Espace. Et je colle. Et ici, tout ça, pour F, je vais faire fin link. C'est bon? Voilà. Et tous les deux href. Exact. Je peux remplacer partout. Désormais, nous avons notre système de navigation opérationnel avec React. Maintenant, regarde, cette fois-ci, si je observe bien là-haut, si je clique sur à propos, rien ne se passe là-haut. Tu vois, je clique sur contact, rien ne se passe. Les routes changent, mais l'application n'est plus rafraîchie. Et on a un système de routage opérationnel. Très bien. C'est pas difficile, non? Ça va. Ça va, non? Ça va. Voilà. Donc, je vais faire un récap rapide avant qu'on ne voit autre chose. Après, on va voir le routage dynamique. OK, donc récap rapide. La première des choses, ce que nous avons besoin, c'est d'installer la dépendance sur le plugin React Router DOM. Sans ça, on ne peut pas gérer le routage des pages dans notre application React. D'accord? Donc, si on veut gérer le routage entre les pages, on veut créer une application multiple page. OK? Bien qu'on fait du SPA dans React, on doit installer React Router DOM. Et une fois qu'on a fini d'installer React Router DOM, on va aller sur la page accueil. On va donc appeler ces composants. On a browser route, on a route avec S et route sans S. Et ici, on a juste donné un alias à browser router parce que browser router, beaucoup de développeurs trouvent que c'est trop lent, donc ils réduisent ça au nom router. D'accord? Et on a dit que c'est ici c'est pour dire au navigateur que nous allons utiliser un système de routage. Et ici, le route avec S, c'est pour dire au navigateur, voici nos routes. Et route sans S, c'est pour dire, OK, si on clique sur telle route, tu nous emmènes ici. C'est bon? OK. Ensuite, une fois que tu l'as importé, tu as importé tout ça. Au niveau de app, ici, on le met dans app, parce que comme j'aime toujours le dire, app c'est notre centre de contrôle. C'est lui qui contrôle tout. Tout ce dont on a besoin passe par app d'abord. Donc, ensuite, au niveau de app, au niveau du return, on appelle bien le composant router, comme si c'était une balise paire, parce qu'il y a une ouverture et une fermeture. Ensuite, on appelle la balise route avec S au pluriel et on définit la route de chaque page. Et donc, le path ici représente le chemin. C'est-à-dire que quand on clique, ici, ça, le path ici, ça représente le chemin de chaque route. Par exemple, pour la page d'accueil, c'est le slash. Pour la page à propos, c'est le slash about. Pour la page contact, c'est le slash contact. Et le élément ici représente le composant à afficher pour chaque chemin en fait, c'est-à-dire sur chaque page. Quand on clique sur, quand on accède à slash, ici par exemple à la page d'accueil, on lui dit on veut que tu nous affiches le composant home. Si on accède sur la route about, on veut que tu nous affiches le composant about. Si on accède sur la route contact, on veut que tu nous affiches le composant contact. Voilà. Et maintenant, celui de la fin, on dit si on met une route qui n'existe pas, en ce moment-là, tu vas nous afficher notre fin, ça veut dire la page 404. Voilà un peu le résumé de tout ça. C'est pas en soi difficile. C'est bon? Oui. Deux questions. Notre fond là,
Le nom que vous avez donné. Oui, tu peux donner 404. Voilà. Ok, maintenant, la variable élément que vous avez donné là-bas, on peut changer de nom. Ici, élément ici? Oui, oui. Non, c'est élément en fait. Voilà. C'est pour dire voici l'élément en fait à afficher. C'est une propriété une propriété du composant route qui est comme ça. Parce que si tu ne mets pas élément, il ne saura pas qu'est-ce qu'il doit afficher en fait. Parce que comme on l'a vu dans les autres là, les conditions et tout ça, les loops, il y avait élément dedans. Je me suis dit que peut-être qu'on pourrait changer. Non. Ici, là, tu vois qu'on n'a pas fait les conditions ternaires en fait. Parce que le système de routeur, en fait, la dépendance, le plugin routeur, React Router DOM gère ça automatiquement lui-même en fait. Voilà, ils ont déjà tout fait eux-mêmes de l'autre côté. Nous, on ne fait que faire appel à eux. Lui-même, il sait que si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. Okay. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, maintenant, pour pouvoir optimiser notre application, au niveau de navbar ici, au lieu d'utiliser la balise A, nous on a utilisé la balise link de React Router DOM. Ça permet de ne pas rafraîchir l'application, mais de plutôt faire juste la mise à jour de l'application à chaque fois qu'on fait appel à une page. Tu comprends, non? C'est tout. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, là. Une autre question. Oui. Au niveau de link là, tout à l'heure vous avez parlé des réseaux sociaux. Voilà, j'ai dit, exact. J'ai dit si tu as des réseaux sociaux, en ce moment-là, même link, tu peux utiliser même link. C'est-à-dire que link, c'est comme la balise A seulement. Tu peux même utiliser link, mais là, tu vas ajouter la propriété target, tout simplement pour dire, bon, écoute, target, tu as du blanc en fait. C'est tout. C'est ça. Voilà. Ok, tu peux utiliser link, tout dépend que de toi. Parce que link joue le même rôle que A, sauf que ça a été optimisé pour des applications React en fait. Tu comprends, non? Pour ne pas faire le rafraîchissement à chaque fois de la page. C'est bon? Ok. Voilà un peu la notion de route qui n'est pas assez difficile. C'est fini comme ça. Voilà. Maintenant, non, c'est pas encore fini. Ce qui nous reste à voir, ce sont des routes dynamiques. C'est-à-dire, c'est des routes statiques. Okay. C'est-à-dire des routes qui ne bougent pas en fait. Okay. Maintenant, par contre, les routes dynamiques, ce que je vais faire, je vais venir créer un composant, un contrôleur ici. Tu te rappelles, on avait dit tout ce qui est logique, on les appellera contrôleurs. Donc ici, je vais te supprimer, toi, on n'en a pas besoin. Oui, je n'ai pas besoin de lui. Okay. Mais je veux dire, dans nos applications... Oui, vous supprimez. Ça, c'est juste qu'on met ça en fait. C'est React qui met ça pour vous montrer quand vous affichez pour la première fois la page. Sinon, ils savent que tout ce qui se trouve dans source, en dehors de app et de main, tout est à supprimer. Donc les deux composants qu'on ne supprime pas, c'est les deux. Les restes, ça se supprime tout ce qui se trouve dans source. Ah bon? Oui. Les app.css, le index.css, tout ce qui est là, vous supprimez pour mettre vos propres trucs. Non, vous avez fait tout ce Non, j'ai dit tout ce qui se trouve dans source, dans le dossier source. Ah, ok, d'accord. Vous laissez juste app.main.js. Ok, donc tout le reste on peut supprimer. Voilà, tout ce qui se trouve dans le dossier SRC. Ok. Parce que ça, c'est juste que React vous a donné ça juste pour vous montrer comment une page React s'affiche, une application React s'affiche. Maintenant, vous les supprimez pour pouvoir mettre vos propres styles, vos propres trucs. Ok, donc ici dans notre source, je vais créer un autre dossier. Je vais l'appeler contrôleur. C'est bon? Et donc, dans ce contrôleur-là, je ne vais pas aller loin. Je vais créer un fichier JS parce que dans les contrôleurs, nous, on va juste afficher du JS. Je vais faire un fichier JS, je vais appeler ça db.js. Ok, je vais l'appeler db.js. Et donc ici, je vais juste faire exporter quelque chose pour que tu puisses voir. Je vais exporter un tableau d'objets. Const, je vais dire produit. Je vais demander à GPT de nous générer au moins 10 produits. D'accord? Je vais dire ici, ChatGPT vient ici. Pour ne pas contraindre. Je dis, donne-moi un tableau de 10 produits. Un tableau JS. Pardon. On va dire un tableau d'objets. En JS de 10 produits. Ok, il va nous donner un tableau. On va faire juste du copier-coller pour gagner en temps.
Et on va juste simuler une image, hein, comme ça. Voilà. L'image, je vais simuler, je vais venir dans Google ici télécharger une image qu'on va appeler juste le placeholder. Tu vois les images placeholder là, c'est des images, voilà. C'est-à-dire placeholder. Et on va prendre une image placeholder ici. Voilà, c'est ça les images placeholder. On va juste simuler une image comme ça. Et je vais faire copie. On va faire une image sous. On va l'appeler placeholder aussi. On va l'emmener au niveau de Go My Code. Notre exercice matin. Notre exercice c'est ExoReact, c'est ça, non? Ok, au niveau du dossier public, je vais créer déjà un nouveau dossier image. Et on va mettre le placeholder là. Je vais juste appeler ça IM parce que j'aime pas tous les noms qui sont trop longs. Ok, voilà. Donc, ici, je vais revenir. Ok, donc on va récupérer ce que GPT a généré rapidement. GPT nous a généré cette liste de 10 produits comme ça que nous allons afficher. C'est bon, je copie. En fait, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est juste simuler une base de données. Donc, on va dire égal à ce que GPT nous a donné. Voilà, égal à ceci. Ok. Donc, nous avons ce tableau de 10 produits. L'objectif, c'est quoi? L'objectif ici, c'est de pouvoir afficher ce tableau dans notre page d'accueil. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, ok, j'ai ici une liste des produits qui s'affichent. Et quand je vais cliquer sur un produit, ça doit m'amener sur une autre page, mais ça sera la page qu'on va appeler une page détail en fait. La page qui me permet de voir les détails d'un produit. Mais on ne va pas créer plusieurs composants, on va créer un seul composant, mais qui va être dynamisé. C'est-à-dire à chaque fois qu'on change la valeur d'un produit, il nous affiche les détails du produit qui correspond en fait. Ok? L'objectif c'est de voir le routage dynamique ici. Et ça va aussi te permettre de pouvoir voir comment on affiche les données avec React. C'est bon? Okay. Et les jours qui viennent, on fera les autres. Donc ici, c'est que je vais revenir sur le code. Donc on a bien dans le contrôleur dbg.js. Au niveau de ma page, donc je peux fermer toutes les autres pages dont on n'a pas besoin. Donc là-bas, je vais enregistrer. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc, about, on n'en a pas besoin. Au niveau de home ici, qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé venir récupérer. Déjà, je tiens à dire, avant qu'on avance sur le routage dynamique, je tiens à dire comment est-ce qu'on fait une variable avec React. C'est ici la notion de hook dont je tenais à vous montrer. Ok, les autres pourront suivre ça dans cette vidéo-là. Donc, les hooks, c'est quoi en fait? Les hooks, on va demander ça à GPT pour que d'abord on va voir ce que GPT va dire et puis je vais mieux t'expliquer. Je vais zoomer ça pour que tu puisses mieux voir. On va dire c'est quoi un hook? On écrit ça comme ça, hook. H2O comme ça en React. JS. Regarde ce que GPT va nous dire. GPT, vraiment je veux que tu comprennes cette notion de hook parce que c'est ça qui sera la base de tout le reste. Il dit en React.js, un hook est une fonction spéciale qui te permet d'utiliser les fonctionnalités de React comme l'état, le cycle de vie, le contexte, etc. dont les composants fonctionnels sans avoir besoin d'une classe. Pourquoi les hooks? Il dit avant les hooks, pour gérer l'état ou le cycle de vie, on devait obligatoirement utiliser des classes, c'est-à-dire faire de la programmation orientée objet. Avec les hooks, donc introduits en React 16.8, on peut faire tout ça plus simplement avec des fonctions. Donc il va nous donner un exemple. Exemple des hooks useState pour gérer l'état local. Donc les hooks, comme a dit React, en fait ce sont des fonctions qui permettent, en d'autres termes, je vais simplifier ici, de faire des mises à jour en temps réel. Par exemple, je prends un exemple très simple. Lorsque nous avons par exemple une fonction ici,
plutôt lorsque nous avons par exemple une variable, je vais faire par exemple let de, je prends n'importe quoi, let par exemple du nom égale à Martin. Ok. React, lui, qu'est-ce qui se passe avec React? React, lui, il ne permet pas de faire une mise à jour directe d'une variable. Sauf si cette variable est appelée dans une fonction. Mais si cette variable est appelée dans un composant qui doit être affiché à l'écran, alors React ne permet pas de faire cette mise à jour comme on le fait avec du JavaScript standard. Du coup, ils ont créé une notion de hook et qui nous permet donc de faire la mise à jour d'une variable. C'est-à-dire, je vais être à l'écran, je vais expliquer ça. J'ai ici une variable, on a dit non, ok? Donc, voici la case de nom. Ici, par exemple, j'ai un bouton qui permet de changer le nom. C'est bon? On a vu en JS que quand je vais cliquer sur ce bouton-là, par exemple, si le bouton, on dit, je prends un exemple très simple, hein, si dans le bouton, on va dire que si on clique sur le doigt, tu dois changer le nom de Martin en Prince, par exemple. En réalité, cette fonction-là doit venir faire quoi? Remplacer ici Prince. Mais React va le refuser. Pourquoi React va le refuser? Parce qu'il va dire, ok, mais Prince c'est une variable. Et je n'ai pas le droit de modifier directement une variable. Est-ce que il n'a pas le droit de modifier directement une variable. Alors pour lui, pour React, pour pouvoir modifier une variable, il doit passer par un système qu'on appelle gestion d'état d'une variable. C'est quoi la gestion d'état? Lorsqu'on déclare une variable, la première des choses, on initialise la variable. Ici, nous on a initialisé à Martin. Ici, ce qu'on appelle, ce que je viens de faire ici, c'est l'initialisation d'une variable. Donc, pour React, la première étape, ou bien l'état actuel de notre variable, c'est Martin. Maintenant, si on doit modifier cette variable, ça veut dire que l'état de cette variable change. Donc, pour que l'état de cette variable change, il faut appeler une fonction qui doit faire une modification de la variable nonce. Et cette fonction, c'est ce qu'ils ont perçu dans un hook qu'on appelle le useState. Le useState, c'est un hook qui permet de dire utilise cet état pour pouvoir mettre à jour la variable non. Tu comprends? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je comprends. Voilà. Les useStates ont été mis au point pour pouvoir mettre à jour des variables. Par exemple, dans notre cas, nous ici, regarde, je vais faire un truc très basique. Pour pouvoir d'abord afficher le nom Martin ici, c'est simple. Au niveau de ma page d'accueil ici, permets-moi, je vais faire ici, je vais mettre une petite classe. Je vais faire un B plus 5, juste pour faire. Regarde, pour pouvoir afficher le nom Martin, dans du JSX, c'est qu'on fait. Contrairement quand on a fait avec JS DOM, on devait faire document par ID, ici pas besoin. Étant donné qu'on est en train de faire du JS avec du HTML dans du React, pour afficher une variable directement ici, la seule chose que je vais faire ça dans un P. Ici je vais dire non par exemple, 2 points. Pour pouvoir afficher ma variable, je ouvre juste les accolades comme ça. J'ouvre les accolades comme ça et je place ma variable. Non. C'est tout. Dès que vous ouvrez les accolades, automatiquement pour React, il sait que celui-ci c'est une variable. Et il va afficher le contenu de cette variable. C'est bon? Donc, j'enregistre. Regarde. Si je reviens ici, je reviens sur la page. Excuse-moi, on aura bien Martin qui s'affiche. Tu vois, on a bien notre fameux Martin. Mettons, moi, je veux le mettre à jour. Donc, pour pouvoir le mettre à jour, nous, on a dit on utilise une fonction qu'on va appeler. Je vais le faire de façon standard pour que tu puisses voir. Donc, je vais ajouter ici un bouton. Un bouton que je vais dire mettre à jour. OK? Et ce bouton-là, j'ai besoin d'une fonction pour pouvoir le créer. On a vu avec vous, je vous avais dit que quand on fait, comment on appelle ça, avec du ES6, quand vous faites des modules, vous ne pouvez pas utiliser un en clic. Tu te rappelles? Ok. Avec ES6, on utilise le Add Event Listener. Mais React a corrigé ce problème-là. Avec React, comme on fait du JSX,
C'est-à-dire pour React, tout ce qui se trouve dans la fonction home ici fait partie de notre module. Donc, le onClick peut fonctionner ici. Donc ici, je vais simplement faire un petit truc, on va dire onClick. C'est-à-dire que si on clique sur ce bouton-là, d'accord, qu'est-ce que j'ai besoin que tu fasses? Ce que je veux, c'est que tu puisses changer le nom. Donc, comme c'est une fonction, je vais utiliser une fonction anonyme comme ça. OK. Ce que je veux, c'est que tu puisses faire nom égal à, par exemple, Prince. C'est bon. Je lui dis que si on clique sur toi, je veux que tu puisses faire nom est égal à Prince. OK. Ça, c'est une fonction que je crée. Maintenant, regarde. Si je reviens ici, on a bien Martin. Quand je clique, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? En réalité, si on était sur, comment tu appelles, sur ES6, tout allait bien se passer. Puisqu'on va faire Add Event Listener, non, voilà. Mais ici, quand je clique, pourquoi rien ne se passe? Alors, regarde bien, j'ai déclaré ma fonction avec let. Et on avait dit, toute variable déclarée avec let est modifiable. Mais pourquoi ici, ma variable n'a pas été modifiée alors que j'appelle bien une fonction? J'exécute bien une fonction. Pourquoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, simplement parce que React ne modifie pas directement une variable. Lui, il modifie l'état de la variable. Donc, quand on a créé notre variable non ici, ce que lui, il a fait, il a récupéré que l'état de la variable actuelle, c'est Martin. Donc, pour pouvoir faire une mise à jour de cet état, il a besoin d'utiliser soit une classe qui était avant React 16, mais à partir de React 16, c'est la notion de hook qui a été ajoutée pour simplifier la tâche. Comment est-ce que alors on va faire en ce moment-là pour qu'une variable soit modifiable? On doit créer ce qu'on appelle une variable d'état qui utilise notre tout premier hook qui est le useState. Et pour créer une variable d'état, c'est aussi simple. On fait juste const. OK? Et tu déclares ça comme ça. Ah, excusez-moi. Merde. Excusez-moi. OK. Donc, pour le déclarer, on va juste faire... Excuse-moi, je suis en train de... Ah, ouais. Là ça sera compliqué pour moi de faire les crochets. Hein. C'est là. Ça sera compliqué de faire crochet. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, voilà. OK, donc je vais déclarer, comme j'utilise le clavier Windows avec Mac, donc c'est pas facile, ça s'embrouille un peu. Donc ici, je vais dire non, virgule. Donc je déclare ma constante entre crochets comme ça, et je dis set non égale, je vais mieux expliquer, t'inquiète, use state, on va l'importer, c'est un hook de React, comme ça, et ici tu peux donner ta variable par défaut, je vais lui donner Martin. Est-ce que tu vois? Et là, je peux supprimer ça. On n'a plus besoin. Ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer ce qu'on appelle ici par une variable d'état. Ça veut dire qu'une variable qui change d'état à chaque moment. Donc, ma variable, c'est non. Et la fonction qui met à jour l'état de ma variable, c'est setNom. C'est-à-dire que chaque fois que je veux modifier la variable non, je vais appeler la fonction setNom en fait. C'est tout. Tu comprends? Je répète, chaque fois que je veux modifier la variable non, je ne vais pas appeler non directement. Non, mais je vais appeler ça la fonction qui me fait la mise à jour de la variable non, qui est setNom en fait. OK? Alors, regarde. Ici, cette fois-ci, au lieu d'appeler non égal comme ça, je vais appeler simplement ma variable, la fonction, comme j'ai dit, la fonction qui le met à jour, qui est setNom. OK? Et je fais en parenthèse, je lui fais passer en paramètre ce que je veux que non puisse obtenir. Donc, ici, je veux que non soit Prince. C'est tout. Et j'enregistre. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais faire le clic sur mon bouton mettre à jour, il va appeler la fonction setNom et la fonction setNom va faire une mise à jour. La fonction setNom est comme si, bon, je vais faire ça au tableau ici pour tous les autres. En fait, la fonction setNom est comme si on faisait const le set. C'est juste pour t'expliquer. Hein? OK, setNom égale à, ça prend en compte
A par exemple, cette fonction en fait, ça se représente juste comme ça. OK, est égal à non, égal à A. C'est tout ce que cette non fait en fait. Il récupère ce qu'on lui fait passer en paramètre et il fait une mise à jour de la variable non en fait. Tu comprends? C'est tout ce qu'il fait. Maintenant, React s'est dit, au lieu de te laisser faire ça manuellement, moi je le fais pour toi grâce à useState. C'est tout ce que cette fonction-là, cette non fait. Ça fait ça. Tu vois que ici, non est égal à A. Ça veut dire non prend la variable que nous, on le fait passer en paramètre. Comme on faisait avec du ESI standard. Tu comprends maintenant? Ok, donc, ici, je peux supprimer ça, puisque React a déjà fait pour nous. Là, j'enregistre. Si je reviens maintenant sur le navigateur, regarde, on a bien Martin. Cette fois-ci, si je clique, ça devient Prince. Pourquoi? Parce que notre fonction a été mise à jour. Notre variable a été mise à jour grâce à cette non en fait. C'est bon? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bon? Ok. Ça, c'est le tout premier hook de React qui permet de faire une mise à jour de l'état d'une variable. C'est bon? Bien sûr. Oui. Ok. Maintenant, il y a un autre hook. Ok. Après, on va revenir sur notre route dynamique. T'inquiète. Il y a une autre route qui existe avec React. C'est celui-ci. On va revenir sur GPT où on était avant. Regarde. Là, GPT nous avait donné l'exemple de useState. Tu vois, useState pour gérer l'état local. Ok. Ensuite, on a le useEffect. Le useEffect dit pour gérer les effets de bord, c'est-à-dire comme le component demand, ça je vais expliquer, etc. Ok. Ici nous avons le useEffect. Ok. Et on va voir les autres composants au fur et à mesure. Le useEffect, lui son rôle c'est quoi exactement? Son rôle c'est le suivi en temps réel d'un élément. Ça peut être, il peut suivre une fonction, il peut suivre une variable. Je prends un exemple très simple. Par exemple, ici, nous avons notre variable nom qu'on a déclarée. C'est bon. Si on veut suivre les modifications en temps réel du nom, on va utiliser le useEffect. Le useEffect nous dit à chaque fois que notre élément change, je veux que tu effectues une action. C'est comme si on utilisait un timing en fait, un intervalle de temps, donc en d'autres termes, on peut dire une boucle qui est là à effectuer une action à chaque modification. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais dire, regarde, je vais dire useEffect, comme ça pour le déclarer, on le dit useEffect, comme ça, pour que tu puisses mieux comprendre. Voilà, excusez-moi. Le useEffect prend un callback à la fin, c'est-à-dire celui-ci. Il prend celui-ci à la fin comme ça. Et ici, je vais mettre le nom comme ça. Et je vais lui dire, écoute, à chaque fois que la variable de nom va changer, par exemple, d'accord, ce que je veux que tu fasses, tu puisses m'afficher console.log de salut. Salut les gars. Par exemple. Ici, qu'est-ce que je lui dis? Le useEffect, ici, quel rôle il joue ici? Il va dire, à chaque fois que la variable nom change, c'est-à-dire au départ nom est égal à Martin, quand nom va changer, sera égal je ne sais pas à quoi, il va nous afficher salut les gars en console. Donc le useEffect est en train de suivre les mises à jour de notre variable nom en fait. C'est ça son rôle, le suivi des mises à jour. Ok, d'une variable. On va le tester. Je vais enregistrer. Si je reviens sur le navigateur, regarde. Ici, je vais actualiser. Il nous dit qu'il y a une erreur. Ah, j'ai fait une erreur au niveau de console log. Ça manque un point, je crois. Ah oui. C'est le clavier, il faut comprendre. Ok, voilà. Tu vois qu'au début, on a bien salut les gars. Je vais l'enlever. Si je clique sur mise à jour, salut les gars qui apparaît. Donc, chaque fois que là, je reclique, rien n'apparaît encore. Pourquoi rien n'apparaît? Parce que Prince, rien n'a changé en fait avec notre S8. Mais si c'était une autre chose, au fur et à mesure, ça devait changer. C'est-à-dire qu'il devait nous afficher salut les gars, chaque fois que notre variable est mise à jour.
Ok? C'est ça le rôle de use effect. Vraiment, on l'utilise beaucoup en React pour deux choses. Là, on a vu que le rôle de use effect côté suivi des mises à jour d'un élément. C'est-à-dire, ça peut être une variable, comme je dis, ça peut être une fonction. Donc, ça nous permet d'exécuter du code lorsque une variable est mise à jour. Ça, c'est la première fonctionnalité de use effect. La deuxième fonctionnalité que use effect nous donne, c'est aussi use effect est aussi remplacé à React. Vous vous rappelez, on a fait l'événement onload lorsque la page est montée. Ok. Alors, le use effect joue aussi le même rôle. C'est-à-dire, je prends un exemple. Ici, nous, on veut charger par exemple nos produits que lorsque le composant est monté. C'est-à-dire, dès que le composant est affiché, on recharge des produits. Mais après, on ne fait plus rien. Donc, en ce moment-là, pour pouvoir utiliser le use effect, lorsque seulement une page est montée, disons ici un composant, on fait use effect, comme ça. Ça prend toujours, ça prend toujours comment on appelle ça, un find back à la fin, celui-ci à la fin. Donc, ici, le fait de mettre les crochets vides comme ça, je vois bien ici, j'ai bien mis les crochets vides. Le fait de le laisser vide comme ça, c'est pour dire, ici, ce n'est que, je vais mettre les commentaires pour tous les deux pour que tu puisses mieux voir. D'accord? Il dit, on suit les modifications, en disant les mises à jour, c'est bon, de la variable non, c'est bon. Et ici, on n'exécute qu'une seule fois. Lorsque le composant est monté. C'est-à-dire, je mets ça pour tout le monde. C'est-à-dire, affiché. Monter ici, c'est affiché. Donc, lorsque on n'a que des crochets vides, c'est pour dire que tu ne vas t'exécuter que lorsque le composant est monté. Après, tu ne t'exécutes plus du tout. À quel moment on utilise ce système-là? Par exemple, lorsqu'on charge des données du serveur. Je prends un exemple. Dans une application, par exemple, e-commerce, tu vois qu'au début, dès que tu viens sur une application, tu dois afficher les produits. Donc, pour pouvoir faire cet affichage des produits-là, on le fait que lorsque l'application, bien le composant est monté. Or, il va aller récupérer les trucs au niveau du serveur, ça prend du temps. Donc, il faut utiliser l'événement onload. Si on est en ES6, mais en React, on ne va pas utiliser onload, on va utiliser le use effect pour lui dire, lorsque le composant est monté, va au niveau du serveur, récupère les données et tu vas nous les afficher. C'est tout. Par exemple, dans notre cas, nous ici, je vais ici créer une variable d'état que je vais appeler const. Je vais créer une variable d'état que je vais appeler produit. Ok, virgule, set produit pour faire sa mise à jour. Ça veut dire que chaque fois que le produit, on va utiliser les deux ensemble. Non, non. Le nom là. Le nom là, c'était juste un exemple pour te montrer. Ok, pour te montrer juste ça. Mais ici, j'utilise produit et je lui donne un use state. Ok, c'est un tableau et comme c'est un tableau, je dois mettre des griffes comme ça. Pour dire ici, c'est un tableau, mais par défaut, c'est vide. Maintenant, ici, on va simuler comme si on partait dans une base de données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire ici, au niveau ici, je vais dire, écoute, tu vas aller récupérer les produits pendant que la page est montée, c'est-à-dire pendant que le composant est monté, est affiché. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand le composant est affiché, ce que moi je veux que tu fasses, je dis bien ce que moi je veux que tu fasses, tu vas faire la mise à jour de cet produit, ok, qui va récupérer. Bon, ici, on a déjà nos produits dans le fichier DB. On l'avait appelé quoi déjà même? DB, là. Ici, on l'avait appelé produit. Je vais l'appeler produit, table produit. Ok, table produit. Mais si c'est un tableau JSON, hein? Oui, c'est un tableau JSON, c'est pourquoi je l'appelais table produit. C'est bon?
Et donc, au niveau de Home ici, je lui dis, écoute, lorsque la page est montée, lorsque le composant Home est mis à jour, est monté, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas faire une mise à jour de produit. Ça veut dire de la variable produit ici, en appelant bien sûr son setter, qui est le set produit. D'accord? Donc, tu vas faire ceci, tu vas les récupérer, table produit. C'est tout. Parce que les données se trouvent dans table produit dont on a besoin. Et comme je n'ai pas mis les griffes ici, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, cette produit sera mise à jour qu'une seule fois quand le composant est monté. Après, ça ne fait plus de mise à jour. OK? Maintenant, pour plus de sécurité, on fait, ça tu vas voir ça dans d'autres tutoriels, etc. et autres, on fait un return à la fin de cette produit. Prend à nouveau vide. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Le fait de faire return set produit égale à vide, c'est comme si c'est une tautologie. Ici, je le charge des données, mais ici, je le vide. Normalement, cette produit doit être vide, mais c'est faux. Cette produit ne sera jamais vide. Pourquoi cette produit ne sera jamais vide? En fait, lorsque tu fais ce genre de return avec les crochets vides à l'intérieur, le return ici représente que quand le composant est démonté, ça veut dire que quand on change de composant, comme on ne veut pas les fuites de mémoire, ce que tu vas faire, tu vas vider la liste des éléments qui s'est trouvé là-bas. Ça, c'est quand le composant est démonté. Tu comprends? Voilà. Donc, parce que le composant est monté, le composant est démonté. Donc, le use effect ici avec les crochets vides va jouer les deux rôles. Lorsque le composant est monté, il charge les produits. Lorsque le composant est démonté, il vide les produits. C'est-à-dire qu'il vide la variable produit. Tu comprends? C'est tout en fait. Ce n'est pas quelque chose de difficile ici. Mais dans notre cas, nous, on ne va pas le faire. Je vais l'enlever ici. C'était juste pour te montrer. Ok. D'accord. Mais vous pouvez mettre et commenter ça. D'accord. Ça va t'aider aussi. Bon, je vais quand même laisser, je vais dire ici. Quand le composant. Ici. À ça, composant est démonté. On vide la variable c'est optionnel, hein? La variable produit, c'est pas obligé. D'accord? C'est juste pour éviter les fuites de mémoire en fait. Ok. Je pense que là c'est bon. Maintenant ici on a vu le use state, pouvoir mettre à jour l'état d'une variable. On a vu le use effect lorsque le composé est monté et comment suivre, comment on appelle ça? Comment suivre les mises à jour d'une variable. C'est bon, effectuer les actions à chaque fois que notre variable est mise à jour. Maintenant, ce qui va nous rester ici, on a aussi vu comment afficher une variable dans notre HTML. C'est bon? Ok. Maintenant, ce qui va nous rester, nous, ce qui nous importe, c'est maintenant afficher la liste des produits ici. C'est-à-dire, je veux afficher ici la liste des produits. D'accord? Maintenant, comment est-ce que je fais pour afficher alors cette liste des produits? Je fais comment? Étant donné que c'est un tableau. Si c'était une variable, on a vu comment le faire. Mais là, c'est un tableau. Et c'est un tableau d'objets en plus. Alors, comment est-ce que je fais? Là, je te pose la question. Je retourne sur le code. Comment est-ce que je fais pour afficher notre tableau? Comment on appelle ça? Le tableau HTML. Exact. Comment l'afficher ici? Ok, d'accord. Oui, c'est ça l'objectif que nous on veut. Oui, donc ça veut dire qu'on va utiliser Comment on fait? On va dire, bon, on peut mettre ça dans une div. Donc je vais mettre accolade, les accolades là, et puis table, pardon. C'est ça le nom. Je cherche le nom.
Non, mais table produit, lui, il met à jour la variable produit que tu vois là, cette variable-là, en fait. Donc, table produit, c'est comme notre base de données, en fait. Produit, voilà. C'est le nom que je cherchais. Ok. C'est produit, d'accord. vous avez écrit en haut. Ok, je vais enlever tout ça. C'est bon. Je vais d'abord enlever. Bon, je vais le commenter pour permettre à ceux qui ne sont pas là de comprendre comment afficher une variable. Je le commente. Ce que je vais faire ici, au lieu de page d'accueil, je vais dire liste des produits. C'est bon? J'enregistre. Et ici, tu as dit, on va faire quoi? On va faire, bon, j'ai pris P, on va div et voilà, puis on met les accolades, produit. Produit. Ok. J'enregistre. Voyons voir est-ce que ça marche à l'écran. Bah, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? On va voir les produits. Voyons voir donc inspecter qu'est-ce que la console nous donne. Console, qu'est-ce que tu nous dis ici? Rien, pas d'erreur, rien. Et on n'a pas de produit. Pourquoi? Je vais changer. Peut-être que c'est le return là qui fait un problème. Ok? Je vais mettre return en pause. J'enregistre. Je reviens. J'ai toujours rien. Ici, qu'est-ce qu'il me dit comme erreur? Regarde. Il dit Object are not a valid React child. Il me dit qu'un objet n'est pas comment on appelle ça, un enfant de React. Object with keys, ID, nom, prix, quantité. Là, il a bien récupéré la liste de mes objets. Ma catégorie if. Ok, il dit if you mean to render a collection of children, use an area instead. Il me fait comprendre que si je veux ramener cet objet-là, en fait, si React me fait juste comprendre que je dois utiliser un tableau d'objets. Oui, mais notre produit est un tableau d'objets. Parce que ici, nous l'avons bien déclaré, tableau. Mais alors, comment est-ce qu'on doit faire? On a vu ça avec vous quand on a fait du JavaScript, qu'on doit parcourir le tableau pour extraire chaque objet du tableau. Ah, ce n'est pas pour afficher tout le tableau? Non, non, notre objectif c'est de les afficher, mais pour afficher un objet qui se trouve dans un tableau, on a fait ça avec vous en JavaScript, on parcourt le tableau pour récupérer l'objet dont on a besoin en fait. Donc, si on affiche un produit comme ça ne peut pas marcher, jamais ça pourra marcher. Je vais même faire une erreur de ne pas mettre ici. Ok. Hein? Mais si on voulait afficher tout le tableau, c'était cette méthode-là? Non. C'était pas cette méthode. On a vu ça pour afficher un tableau, pour parcourir le tableau. On a vu ça avec vous lorsqu'on a fait du JavaScript, qu'on avait notre balise table HTML et on partait faire table HTML.iner plus égal et on parcourait bien le tableau. On a vu ça, si tu te rappelles, dans les exercices qu'on a fait avant vous. Tu te rappelles? Oui, ok. Mais ici, on est en React. Est-ce qu'on peut faire comme ça aussi? C'est-à-dire, je peux créer ici, regarde bien, je peux créer ici ma variable table, si je veux. Hein. Je peux créer bien ma variable table comme on l'a fait en React et donner un ID, venir ici faire tout ça. Ça va marcher sans problème. Ok, excuse-moi, ici là j'avais fait une erreur que je vais corriger rapidement. Juste une erreur que j'avais fait ici. En fait, ici là c'est comme ça que ça doit être. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. J'avais fait une bêtise hein, que je corrige. Ok. C'est bon? Donc, maintenant, ici, nous sommes en React. Donc, en React, on a la possibilité de parcourir directement un tableau dans du HTML. De la même manière, on a vu qu'on a la possibilité d'afficher notre variable JS directement sans passer par un ID. Est-ce que tu vois? Donc, au niveau de notre return ici, on peut faire une fonction qui va parcourir le tableau et nous afficher les objets que nous avons besoin du tableau. Parce que notre objectif, c'est d'afficher les objets de notre tableau, qui est les objets qui représentent nos produits. C'est bon? Alors, donc, pour pouvoir parcourir le tableau en React, on fait juste la condition. Donc, tu vas faire cette condition-là. Et donc, d'abord, la première, on doit s'assurer que le tableau n'est pas vide. Ça, c'est 1.
Pourquoi on doit s'assurer que le tableau n'est pas vide? C'est pour éviter les erreurs. Parce que s'il y a une erreur, n'oubliez pas, JavaScript lui va cracher. Je te rappelle, JavaScript bloque quand il y a une erreur. Mais lorsqu'il n'y a pas d'erreur, ça passe. Tel que tout à l'heure, regarde, on a eu une erreur automatiquement, il nous l'a affiché ici, il a craché. Donc pour éviter ces erreurs-là, nous, on doit se rassurer, est-ce que le tableau est vide ou pas? On a fait ça en JavaScript standard avec vous, même en ES6, nous l'avons fait. C'est bon? Donc, ce que je vais faire ici, quand on a fait ES6, on a vu que pour parcourir un tableau, on utilisait la méthode for each. Tu te rappelles? Mais avec React, si tu veux parcourir un tableau directement dans du HTML, on utilise la méthode map et non for each. Le for each est utilisé plus haut, c'est-à-dire quand tu fais du JavaScript standard ici. Mais si tu es dans du HTML, il faut utiliser le for each et plutôt le map. Ok? Par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais utiliser ici une condition ternaire qui doit d'abord tester est-ce que mon tableau existe et est-ce que ce n'est pas vide. En faisant comment? On a fait les fonctions ternaires avec vous. Donc ici, je vais dire si produit, par exemple, existe et produit, ok, point length est supérieur à 0, tu vois, c'est une condition ternaire, nous l'avons fait en ES6. Donc la première condition, c'est dit si produit existe, c'est-à-dire que ce produit est différent de indifferent ou bien de nul, alors tu testes encore, est-ce que le produit en question est supérieur à 0, c'est-à-dire la table produit est supérieure à 0. D'accord? Alors, on avait dit que si c'est juste un simple i, plutôt si c'est juste un simple if, on fait juste les et comme ça pour dire que c'est un simple if. Mais si c'est un if conditionnel avec un else, on utilise les points d'interrogation. Tu te rappelles? Ok. Donc nous ici on va utiliser point d'interrogation et on va ouvrir les parenthèses et ici aussi deux points pour dire sinon. Tu te rappelles, non? On ouvre les parenthèses. Et là je peux faire comme ça pour gagner en temps. Voilà. Voici comment est-ce que tu peux utiliser une condition ternaire dans React. Donc la première, je vérifie si produit existe, bel et bien, si la variable produit existe. La deuxième, je m'assure que la variable produit le tableau produit est supérieur à 0, ça dit contient bien les éléments. Et si dans le cas contraire, je vais afficher un message ici. Ok, dans le cas contraire, c'est que je vais juste afficher un petit peu pour dire aucun produit pour le moment, par exemple. C'est juste une manière de... D'accord? Ici, on dit aucun produit pour le moment. Et maintenant, s'il y a des produits, ça veut dire que c'est cette condition-là qui est ici. Excusez-moi, oui. Je veux comprendre un truc ici. D'accord. Parce que sur les tableaux là, il y a plein de choses que je vois. Mais quand on arrive sur les noms là, c'est pas la même chose que je vois en fait. Par exemple, tout à l'heure, pour afficher le nom, ici, le nom matin, vous avez utilisé appelé non, la variable non. Non. Exact. Ok. Parce que souvent, je vois nom comme utilisé aussi comme tableau. Oui, si tu as des noms comme si c'était un tableau. Oui, c'est-à-dire par exemple. Tu as plusieurs noms en fait. Non, un seul nom comme ça. Et puis c'est les lettres en fait qui constituent le tableau. Ça, si tu veux récupérer les lettres de chaque nom en fait. Ok. Mais par contre, si ce que j'avais fait là, si c'était, c'est pas comment la boulade est produit là, c'était pas bon. C'était pas bon. Tu as vu que ça nous affichait une erreur, pourquoi? Parce que regarde. La différence entre une chaîne de caractères et un tableau, c'est quoi? Tu vois, une chaîne de caractères, c'est juste un nom comme ça. Ok? Par exemple, Martin. Ici, pour lui, ce n'est pas un tableau, c'est une chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, on fait comme une lettre. On peut l'afficher comme bonus somme. Mais par contre, quand tu vois là, notre produit ici, c'est un tableau qui contient des objets. Est-ce que tu vois? Et ça contient des objets. Donc, ce n'est pas une lettre. Donc, de la manière que toi tu affiches ici, en React, ce n'est pas de la même manière que tu dois afficher ici en JavaScript. Et nous l'avons fait avec vous, que pour pouvoir afficher les éléments d'un tableau, on le parcourt. Si tu te rappelles quand on avait fait le Non, je me souviens. voilà. Mais je me dis, à quel moment
Martin qui est la chaîne des caractères devient un tableau. Parce que ça non, Martin ne devient jamais un tableau. Parce que c'est une lettre. Ça ne devient jamais un tableau. Jamais. Une chaîne de caractères n'est pas un tableau, c'est une lettre. Est-ce que tu comprends? Un tableau contient des éléments, des index. Lui n'a pas des éléments en fait. Par contre, quand tu vois par exemple, quand on fait Martin point, par exemple, nom.length, ça c'est juste pour trouver le nombre des lettres correspondant dans notre chaîne de caractères, ou bien le nombre de mots qui correspondent dans notre chaîne de caractères. Par exemple, si je veux juste récupérer le M ici, je vais faire par exemple nom.length de ici automatiquement le M là représente l'index 0 de ma lettre. Mais ce n'est pas un tableau. Maintenant, une autre question encore, parce que j'ai vu dans une vidéo où ils ont transformé le nom oui, c'est ça que je dis. Tableau en fait. C'est ça que je dis. Par exemple, si je voulais récupérer le M de Martin, je devrais faire nom, point, comme ça, plutôt nom de 0. Là, quand je fais nom de 0, il va venir lire la première lettre de ma chaîne, c'est ça qu'il va me récupérer en fait. Mais ce n'est pas un tableau en soi. C'est juste pour récupérer chaque caractère saisi dans la lettre en fait. D'accord. Tu comprends? Voilà. Maintenant, à supposer qu'on avait un tableau réel, pas un tableau d'objet. Parce que ça peut confondre un peu avec la chaîne de caractères. On a un tableau sans les objets. Voilà, par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Voilà. Donc, imaginons ça par exemple. Moi, je veux parcourir, on ne peut pas mettre Jean console log. Si je veux afficher tout ça par exemple, c'est un exemple prime. J'appelle ce tableau nombre. Et puis, je fais console log nombre. Ça, tout va pas sortir. Tout va sortir. En fait, console log, lui, il reconnaît un tableau et une variable. Il sait que c'est un tableau que tu veux qu'il t'affiche, il va t'afficher un tableau. Mais par contre, le HTML ne distingue pas tableau code. En d'autres termes, le HTML ne connaît pas un tableau JavaScript. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Le HTML, lui, ne connaît pas ton tableau JavaScript. Pour lui, tout ce que toi tu lui affiches, ce sont des chaînes de caractères. Donc, si tu veux afficher des 1, 2, 3, 4, tu dois parcourir ton tableau pour récupérer chaque élément du tableau et lui dire voilà, tu dois afficher ça, tu dois afficher ça, tu dois afficher ça. Donc, il faut forcer que tu parcours ton tableau si tu veux les afficher dans une page HTML. Avec le console log là, le console log, ça passe parce que le console log, c'est du JavaScript en fait. Donc, ça veut dire que le nom de P accolade produit qu'il avait fait ça en console log, ça passait très bien. Voilà, en fait, c'est ce qui me confond un peu. Là, ça passait en console log. HTML, il n'y a pas ça. En fait. Exact. Il faut toujours parcourir le tableau. Parce qu'en réalité, console log nous permet de voir les erreurs au niveau de JavaScript. Et JavaScript, lui, il sait que ça, c'est un tableau, donc il peut te l'afficher en console. Mais le HTML, pour lui, c'est quoi même un tableau? Parce que tu vois que ici, où est-ce qu'on est en train de mettre les éléments? On est en train de les mettre dans les divs. Et comme on est en train de les mettre dans les divs, il faut qu'on le transforme en chaîne. C'est-à-dire qu'on va en chaîne que HTML comprend. Et pour le transformer en chaîne, on doit le parcourir et récupérer chaque élément du tableau pour afficher de façon individuelle. Et c'est ce qu'on avait fait quand on avait ES6, où on parcourait d'abord le tableau. Et je vois qu'en ES6, on faisait bien, comment j'appelle? On faisait bien table. HTML. Pour dire que ici, tu vas transformer ce que tu récupères de JavaScript en quoi? En un élément que HTML va comprendre. Tu comprends? Mais en console, ça passe sans problème. En fait, c'était parce que la console, c'est du JavaScript pur. C'est bon? Ok, on va bientôt finir. Pour me permettre de montrer ça, plus l'affichage HTML. Exact. Ok, donc on peut revenir. Donc ici, j'utilise une condition ternaire pour juste tester si le tableau n'est pas vide. Donc, c'est-à-dire que si je voulais utiliser forconst ici, c'est un exemple. Oui, tu peux. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, je voulais utiliser notre méthode à l'époque, là, forconst, élément, item, on allait faire forconst, item. Maintenant, sauf que ça ne marche pas ici. Non, je veux comprendre d'abord. Oui. Avec l'ancienne méthode, je faisais forconst, élément, item de peut-être produit, et puis maintenant, il fait produit point item. Exact. Avec
avec tout ce qu'on a eu à faire. Mais sauf que ça, tu dois le faire avant le return. Parce que tu vois que dans notre return, on retourne HTML. Donc, si tu veux faire l'effort const, par exemple, ici, à ce niveau-là, ici, je prends un exemple. On va faire ça basiquement d'abord pour que tu puisses comprendre. Je vais enlever ça. Je vais mettre ici un div, juste que je vais donner un ID. Je vais dire ID est égal à, pour que tu puisses mieux comprendre ce qu'on est en train de faire, on va lui dire est égal à tableau, par exemple. Ok, j'enregistre. Donc, si je veux afficher ce div-là, en ce moment-là, ici, c'est que je vais faire dans mon use effect compte. Puisqu'on a dit que quand le composant est monté, donc, ce que je vais faire, c'est lui dire, écoute, tu vas faire const, c'est bon, de div, par exemple, égal à document point get element by id. Ok, de quoi on appelait ça tableau. C'est bon. Et ici, ce que je vais faire donc for. Je peux utiliser for comme on fait bien for each. Tu comprends, donc tout dépend de moi, mais je vais rester avec for each. Donc je vais essayer de faire tableau produit point. Ce truc là ça me fatigue. Hein. Point for each. Voilà, de item. Exact. Tu vois, non? Et ici, ce que je vais faire, donc c'est quoi? Je vais dire div point inner HTML plus égal. Et ici, je place bien les conditions comme on est habitué à le faire en HTML. Et je vais mettre ici, bon, je ne vais pas tout afficher, hein, je vais juste mettre un petit P que tu puisses comprendre. Ça a coupé. Il faut... Non, ça va. C'est juste un petit quoi. Ici, ce que je vais mettre, c'est mon P, comme on est habitué à le faire. Ici, je mets juste un P comme ça, hein, pour ne pas trop écrire. D'accord? Voilà, et je peux mettre ici. Ici, je vais ouvrir bien la dollar. Tu te rappelles, non? Comme on le fait en HTML. Et ici, je vais mettre item, par exemple, point, le nom du produit. Par exemple, point, nom. Ça veut dire juste le nom du produit. Et on peut afficher au fur et à mesure. Si j'enregistre, regarde, si je viens sous la page d'accueil et j'actualise tout ça, on a bien, ça s'affiche. Ça, si on veut rester dans notre ES6 classique. Tu vois maintenant que ici, vu que le nom est bel et bien une chaîne que HTML peut comprendre, parce que là, ça devient comme une lettre. Du coup, il le comprend, il peut les afficher, mais on parcourt d'abord le tableau. Tu comprends maintenant? Voilà. Là, c'est une manière plus classique. C'est bon? Mais nous, notre objectif, c'est d'utiliser la puissance de React, en fait. OK? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, cette méthode de faire, d'utiliser for each, reste que dans des fonctions spécifiques. Par exemple, si on veut parcourir d'abord un tableau pour effectuer 2, 3, 4 opérations dans certains cas, là, on va utiliser le for each. OK? Mais si on veut afficher notre tableau dans du HTML, on va utiliser la méthode de React. Donc, si ça n'a rien à voir avec l'affichage, on va utiliser nos méthodes de for each ou bien for off qu'on a fait depuis le début. Mais si on veut l'afficher dans du JSX, on parcourt le tableau avec la fonction map que React vient nous proposer. C'est bon? Ok. Donc, ici, ce que je vais faire, je peux supprimer tout ça. Bon, je vais faire comme ça pour que ça puisse mieux vous aider. Je vais dire à l'ancienne. C'est bon? On dit à l'ancienne. Ça, c'était à l'ancienne. OK? Je vais mettre ça en commentaire. Ça vous aide à mieux comprendre. Hein? Ça, c'est à l'ancienne. Maintenant, ici, c'est nouveau. Donc, ici, je vais mettre nouveau. OK? Ici, on va dire, ça, c'est la nouvelle manière de faire avec React. Donc, le ID là devient optionnel. Donc, comme j'ai dit, la première des choses, je dois m'assurer
que mon tableau n'est pas du tout vide. En faisant quoi? En faisant tout simplement une fonction ternaire que je vais dire produit. Ok, si produit existe, ça veut dire si ce n'est pas une diffane ou bien ce n'est pas nul. Et ça c'est pour dire que si le voilà, tableau n'est pas, le tableau existe. Voilà. Et si ce même tableau-là n'est pas vide en faisant du point 9, si ce tableau n'est pas vide, alors ce que je veux que tu puisses faire, donc alors, ici je vais faire 2 points. Alors ce que je veux, si c'est vide, tu vas nous afficher un petit P comme ça pour nous dire tableau vide ou bien pas de produit. D'accord? Tableau vide là, s'il n'y a rien, parce que ça c'est sinon. Ok? Mais dans le cas où tout est ok, c'est que je veux que tu fasses. Ça c'est dans le cas où tout est ok, mais dans ce que je veux que tu fasses, je vais faire produit. Cette fois-ci, je dois parcourir mon tableau. Non plus avec for each, comme on a fait plus haut ici, mais cette fois-ci avec point .map. Point .map, c'est toujours une fonction JavaScript, mais que React a adopté pour pouvoir faciliter le parcours d'un tableau dans du JSX. Donc ici, il va prendre item. Il va prendre par contre ici 2 choses et index. Et je vais expliquer tout à l'heure le rôle de chacun. JSX. Ah, ok. Voilà. Index. Donc voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous reviens. 1 minute. Allô? Allô? Londres, allô?
là, c'est en train d'enregistrer. Ah, mes excuses, hein, vidéo pour la pause. Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Non, voilà. On va faire le map. Exact. Donc ici, c'est que je vais faire. Tu vois qu'ici, il me met point ici. Pourquoi il me met point là? Il me souligne point. Vous vous rappelez, tu te rappelles quand on a fait le cours, je vous ai dit que le return ne retourne pas deux éléments. Il ne retourne que, comment on appelle ça, un fragment, ça veut dire un bloc. Donc ici, le fait que je fais un return comme ça ne marche pas. C'est que je vais faire, je vais couper tout ça et je vais le mettre dans un fragment. Ok? Je vais mettre ça entre un fragment, entre des balises fragments. Et je colle et bam, je n'ai plus cette erreur-là. Tu vois maintenant? Le fait que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le parenthèse que tu vois ici, dans React, il représente comme un return. Donc, quand tu fais, par exemple, du JavaScript, donc directement du HTML, le parenthèse qui vient après ici pour React, c'est comme si on faisait un return. Alors, comme le return ne peut pas retourner c'est-à-dire des éléments, plusieurs éléments, il ne retourne qu'un seul élément, il faut encapsuler l'autre condition qui vient dans un bloc. Tu comprends, non? C'est pourquoi tu vois, on a d'abord mis ce bloc-là et on encapsule l'autre condition. Et maintenant, à l'intérieur, ici, on peut maintenant directement appeler notre élément ici. Je vais juste plus haut ici, notre tableau là, je vais lui donner je vais faire class name, il sera un row et il sera un container qui commence un peu plus. D'accord? Et ici, ce que je vais juste faire, c'est un zip.card. Je mets juste comme ça, hein, les conditions juste comme ça. D'accord? Point. Rounded. Rounded peut-être de 3. Et je valide. C'est bon. Mais une autre chose, React doit identifier chaque élément dans le map. C'est-à-dire, quand tu retournes un tableau dans un map, il faut ajouter un attribut qu'on appelle le key. Ça permet à React de savoir la clé de chaque propriété qui est retournée, de chaque objet qui est retourné. Ok? Voilà. Donc ici, on va faire key, comme ça, et on va ajouter juste index. Tu vois? En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'ici, bonjour. Tu vois qu'ici, je retourne item qui va contenir l'objet. Et ici, index va contenir le numéro de l'index. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4. À chaque fois qu'on parcourt le tableau, l'index est récupéré en fait. Et ici, on retourne ça sous forme de clé pour dire voici le premier index que nous, on parcourt dans notre tableau. Tu comprends? Ensuite, maintenant à l'intérieur ici, on peut créer maintenant tout ce qu'on veut. J'ai dit on va juste simuler une image. C'est bon? Donc pour simuler l'image, notre image se trouve dans le dossier public. Donc c'est slash. Ok. Image. Slash. On l'avait nommé im, je crois 1. On va voir. Je ne sais pas trop. im1.web. im1.web. Ça c'est pour notre image. Et on peut lui ajouter une classe. La classe, je crois, c'est card-top-top. IMG. Bon, je ne sais plus trop si c'est ça, mais c'est IMG card top comme ça. D'accord? Voilà. Ensuite, ici c'est div. Card body, excuse-moi. Ok. Pour juste avoir, bon, je vais juste faire des trucs vite fait. Ici, on aura un petit H2 qu'on va dire qui va récupérer ici le nom et pour afficher une variable, on a dit c'est comme ça qu'on le fait. Donc ça sera item point nom de notre produit. C'est ça, non? Ok, ensuite je vais mettre juste un petit peu. Je ne vais pas mettre tout, c'est que se trouve là, on a le prix. Et ici, on va dire, voilà, item point prix. Je vais juste m'arrêter par là. Donc là, on peut dire prix. Le point comme ça. Et tu pourras lister tout le reste qui se trouve, toutes tes propriétés. Okay. Est-ce que je pouvais déclarer, comme vous avez fait en GSS là, ici, les éléments de chaque produit? Ou ici? Non. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi. Je pourrais dire, je demande
const, je vais voir la nuance. Est-ce que je pouvais dire const, prix, set prix, use date? Là, c'est si tu crées toi-même tes propres variables. Ok, sinon on est en train de parcourir un tableau d'objets. Non, Donc, oui, c'est par rapport à la variable ici. Oui, c'est ça que je dis. On est en train de parcourir un tableau. C'est comme ça que tu ne peux que récupérer les propriétés des objets de ton tableau en fait. Mais vous voyez ici, vous avez mis prix. Non, ici, prix, j'ai juste écrit prix simplement comme ça en fait. Mais si on faisait si on déclarait, on ne peut pas l'appeler. Oui, tu peux, très bien, tu peux l'appeler comme variable. C'est ce que j'ai demandé en fait. Tu peux l'appeler comme variable. Moi, j'ai juste mis ça comme ça. Tu peux perdre ton set prix, tu mets aussi prix. Ça marche très bien. Voilà, alors il fait les déclarations, Exact. Exact. Hop, voilà, mais moi, pourquoi je l'ai mis en dur? Parce que c'est pas quelque chose que je vais modifier en fait. Vu que c'est juste ce qui va afficher le prix du produit en fait. C'est pourquoi je l'ai mis en dur. Voilà. C'est bon? Ok. Donc, j'enregistre. Si on revient sur notre fameux HTML, notre page, on peut voir maintenant. Je vais actualiser. On peut voir maintenant que ici nous avons bien la liste de chaque produit. Tu vois ici, non? Bon, je vais ajouter un petit design légèrement ici. Card ici, on va lui mettre dans un autre div qui sera div.colonne lg bon, je sais pas moi 4 par exemple point mb 3 pour juste espacer avec ses camarades. C'est tout. Voilà. On n'est pas sur le navigateur. Regardez ici. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un geste, c'est ça. Il prend la parenthèse comme un return, c'est ça, non? Oui, exact. Donc, ça, c'est le bloc de code qu'on aura exécuté. Exact. Maintenant, ici, il y a une parenthèse encore, le sinon. Oui, c'est comme ça. Exact. Ici, c'est sinon en fait. Si on n'a pas de produit, il va nous retourner tableau vide. Et tu vois ici que je n'ai pas mis le bloc, je n'ai pas mis un fragment. Pourquoi? Parce qu'ici, on retourne juste une seule ligne, qui est tableau vide, qui est notre P. Si je devais retourner plusieurs, par exemple ici, je devais mettre encore un autre div, tout ça, je devais englober ça dans le fragment en fait. Tu comprends? Et ici, tu vois, ici, par exemple, ici, je n'ai pas mis ici un autre bloc, je n'ai pas mis le fragment parce qu'on a ce div-là qui englobe tout ce qui se trouve à l'intérieur. Tu comprends, non? Du moment que c'est un bloc qui regroupe tout le reste, ça passe. Mais si tu ne veux pas utiliser de bloc, en ce moment-là, tu utilises des fragments pour représenter tes blocs en fait. D'accord, donc ça dit, oui, comme vous avez fait ici, PD, voilà. Forme, et maintenant, il met ça dans cette. Exact. Par exemple, ici, si je veux utiliser plusieurs, je peux mettre comme ça. Comme ça, là, je peux faire comme ça, et à l'intérieur ici, je peux déclarer tous les P dont j'ai besoin ici. Tu comprends? Voilà. Mais du moment que c'est juste un seul, je n'ai pas besoin de créer un fragment pour ça. Maintenant, est-ce qu'à l'intérieur de ce fragment, je pouvais appeler également une autre fonction? Oui, tu peux appeler une autre chose. Une fonction? Non, une fonction comme je ne comprends pas. Est-ce que je peux appeler une fonction ici? Non. Tu ne peux pas appeler. Les fonctions, tu les appelles ici avant le return. Maintenant, ici, c'est du Java, c'est du HTML. Ils ne font que t'afficher ce que toi tu as besoin en fait. Ils ne font que retourner ce que le JavaScript te donne. Tu comprends? Voilà. Mais par contre, on peut faire un bouton qui fait du on-click. Ça marche. Oui, on peut. D'accord. Tu comprends, non? Voilà. Donc, on peut les boucles, comme vous l'avez fait ici, on peut les utiliser ici. Les conditions, les boucles. Les conditions ternaires. Oui, mais pas les fonctions. Non, si tu as besoin d'appeler une fonction, tu l'appelles plus haut. Et tu récupères la valeur que la fonction te donne pour venir afficher ici. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Parce que dans du HTML de React, les seules conditions que tu peux utiliser, c'est les conditions ternaires. Voilà. Pour tester les conditions, est-ce que ça marche, est-ce que. C'est bon? Ok. Donc, je vais supprimer ce qui était là. Excuse-moi. C'est comme c'est un seul paragraphe, vous n'avez pas utilisé le fragment. Exact. Pas besoin parce que c'est une seule ligne que je retourne. Ok. Donc là, on peut voir maintenant au niveau de l'écran, nous avons bien la liste de tous les produits. Tu vois, non? Oui.
Nous avons maintenant la liste de tous les produits dont nous avons besoin. Ok, voilà. Maintenant, l'objectif, pour terminer, c'est de faire notre fameux bouton, comment vous appelez ça? Notre fameux route dynamique. C'est-à-dire que je veux que quand je clique sur, par exemple, Samsung ici, ça doit m'emmener sur une page qui affiche les détails de Samsung. Si je clique sur téléviseur, je ne sais pas, je vois ici LG 32 pouces, ça doit m'emmener sur la page où j'ai les détails de téléviseur. Parce que sur la page d'accueil, souvent, on ne met pas tous les détails. Les fiches techniques sont sur les pages détails, en fait. La page d'accueil, normalement, ça affiche juste le nom, le produit, peut-être s'il y a combien de produits sont en stock. Maintenant, les autres détails, qui a fabriqué, qui a mis en ligne, est-ce que c'est une très bonne télévision, est-ce que tout ça, c'est sur une page détail du produit, comme on appelle ça aussi fiche technique. C'est bon? Pour chaque produit, est-ce qu'on doit avoir une fiche technique? Oui. La fiche technique, c'est tout ça en fait, c'est les détails de notre produit. C'est-à-dire que quand tu crées le produit, tu vois dans notre tableau ici, on a bien pris quantité, marque, catégorie. C'est tout ça qu'on appelle détail du produit. Et tu peux ajouter ici description. Pour chaque produit, tu ajoutes description, fabricant, date de fabrication, s'il y a garantie, par exemple 3 ans, combien. Tu donnes tout dans ton objet. Mais lorsque tu fais l'affichage sur la page d'accueil, tu ne récupères que les propriétés nécessaires d'abord. Enfin, moi, je pensais qu'on allait créer plusieurs fichiers. On dit que voici la description de chaque. Ici, on ne crée pas beaucoup, on crée juste ça. Maintenant, lorsqu'on va faire, c'est ça le rôle des pages dynamiques. C'est-à-dire, lorsqu'on récupère un produit, on récupère toutes les informations du produit dont on a besoin. Mais sur la page d'accueil, tu vois que moi, ce que j'ai récupéré, excuse-moi, sur la page d'accueil ici, tu vois que moi, ce que j'ai récupéré, c'est juste le nom et le prix. Mais les autres, là, je me suis en foutu de ça. Et ce que je vais par contre ajouter ici, c'est juste un bouton. Voilà. Un bouton, on va dire détail, qui va ramener par exemple sur la page des détails. Donc, class name, BTN, primaire par exemple. Ok. Maintenant ici, quand je vais cliquer ici, ça doit, comme j'ai dit tout à l'heure, m'amener, quand je clique sur détail, ça doit m'amener sur les détails du produit. Est-ce que tu comprends? Alors, comment est-ce que, comment on appelle ça? Comment est-ce que React va savoir que tel produit, je vais récupérer, tel produit, je vais récupérer, tel produit, je dois récupérer? Comment on doit faire passer en paramètre les détails d'un produit? Comme on avait fait ça en ES6, on avait fait, tu te rappelles, on avait dit que les objets possèdent des identifiants. C'est grâce à l'identifiant qu'on peut identifier chaque produit. Ok? Donc, c'est qu'ici, au lieu de faire un bouton, je vais utiliser un link directement. On a vu link. Je vais utiliser un link. Ok? Donc, ici, ce que je vais faire dans ce link, on a dit que pour accéder à notre page, on fait le tout quand on est dans le link. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Excusez-moi. Link ici. Cette fois-ci, je vais ouvrir le link là avec des accolades, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire, écoute, quand on clique sur toi, tu vas accéder sur / détail, c'est-à-dire tu vas accéder sur la route détail. Mais ce que tu vas encore faire, je veux que tu puisses afficher l'ID du produit. Donc, tu vois comment je fais détail, / et ici, je lui donne, je vais passer en paramètre l'ID du produit qui est item.id. Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Que si on clique sur toi, tu vas accéder à la page détail, mais tu vas récupérer, tu vas afficher les détails du produit qui a cette ID là. Est-ce que vous comprenez? Seulement le produit que possède l'ID, donc moi je te fais passer en paramètre que tu vas m'afficher. Les autres là, j'en ai pas du tout besoin. Ok? C'est comme ça. Maintenant, regarde, je vais enregistrer. Si je reviens sur la page, j'ai bien une erreur. J'ai fait une erreur quelque part. C'est quoi? Permets-moi de voir. C'est quoi comme erreur? Ah oui, c'est normal. Il y a pas on n'a pas importé le link. Il faut l'importer de React au routeur DOM comme on a fait tout à l'heure. Tu vois, non? Si tu ne l'importes pas, il va bugger. J'enregistre. Voilà, nous avons bien les produits. Maintenant, importé quoi tout à l'heure? Link de React routeur DOM comme on avait fait avec Navbar. Chaque fois que tu utilises la balise link de React routeur DOM, il faut l'importer. Attendez, je vais vous l'avez importé. Plus haut. Quel fichier?
Ici, on est toujours dans Home. On est toujours dans Home. Oui, mais on est toujours dans On Home. l'avait importé pour Voilà, plus en haut ici. Le React Router, donc pour pouvoir Chaque fois qu'on l'utiliser. utilise Link, il faut. Voilà, chaque fois que tu utilises Link dans ton composant, il faut t'assurer que ton composant importe bien Link de React Router DOM. Mais si je l'avais exporté une fois dans le centre de Dans composants. APP, là, ça ne fonctionne pas comme ça, Link. Link est un composant que tu dois importer à chaque fois dans les composants qui font appel à ça en fait. Ce qui est général dans app.jsx, c'est juste les styles en fait. Maintenant, les autres composants, tu les importes. Chaque fois que tu as besoin d'un composant, tu l'importes. C'est comme ça que ça se passe. Mais or, le CSS est global en fait. Tu comprends? Donc, c'est que le link, par exemple, qui est A, voilà. qui représente A, exact. de l'autre côté. Tu dois l'importer à chaque fois que tu fais appel à la balise link. Donc, c'est-à-dire si je fais appel à la balise link sur la page, mais sur le module composant. À propos, tu dois l'importer. Exact. D'accord. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, ici, on peut maintenant voir que nous avons bel et bien le produit. Maintenant, regarde bien en bas. Quand je me positionne sur détail, tu vois en bas, ils ont dit détail /1. Tu vois, non? C'est petit. Et c'est là. Quand je me positionne ici, il me dit détail /2. Maintenant, comme on a dit, quand je clique ici, il doit m'emmener sur cette page-là, détail /1, et il me dit page non trouvée. Et c'est normal, parce qu'on ne l'a pas encore créé. Est-ce que tu comprends? Mais c'est une route dynamique. On ne va pas créer plusieurs composants pour chaque fichier, parce qu'on ne connaît pas, on aura combien de produits au total. Dans une application, surtout du genre e-commerce, tu vois, c'est les vendeurs qui ajoutent des produits. Toi, tu ne connais pas, ils ont combien de produits. Donc, tu dois faire en sorte qu'on n'a qu'un seul composant, mais le fait qu'on lui fait passer le paramètre qui est l'ID du produit, il va les récupérer, en fait, il va le rechercher dans ton tableau, quel est le produit qui correspond à cette ID. OK? Donc, pour pouvoir créer une route dynamique maintenant, ce que nous, on va faire, on va finir par là. Pour pouvoir créer cette route dynamique, donc au niveau de notre page ici, je vais d'abord créer le composant détail. Parce que c'est le composant détail que nous, on va appeler. Je vais dire .jsx, OK, rfce. On va créer ce composant-là. Pour l'instant, je vais d'abord faire page détail. Pour que tu puisses voir, OK, qu'on peut accéder à cette page. Et au niveau de nos routages, on doit venir l'ajouter. Donc, je vais faire du copier-coller. Chaque fois que tu crées une page que tu veux afficher sous forme d'une nouvelle page, tu dois l'ajouter comme une route ici. Tu dois préciser dans app.js au niveau des routes, voici telle page qui existe. D'accord? Donc, je copie. Et ici, je colle. Donc, ici, on va dire, ici, on accède à la page détail. OK? Qu'est-ce que je veux que tu puisses faire? Ce que je veux, c'est que tu puisses charger le composant détail. OK. C'est bon? Maintenant, regarde. Je vais revenir sur la page. Ah. Non, ça n'a rien à voir. Ici, c'est parce que j'ai fait une erreur en bas ici, après l'export en fait. OK. Ben, pourquoi? Et pourtant, j'ai la page détail. Je reviens sur la page d'accueil. Je clique sur téléviseur 2. J'ai toujours page non trouvée. Pourquoi? Là, je te pose la question. Pourquoi? Et pourtant, on a bien mis la route au détail. Mais pourquoi j'ai toujours page non trouvée? Alors que tout à l'heure, quand on a fait accueil, à propos, tout fonctionnait sans problème. Au niveau de app. Quand on a indiqué le détail de la première image, c'est venu. C'est pas venu, hein. Regarde. Je reviens sur accueil, je clique ici, Galaxy, c'est toujours page 404. Peu importe ce que je clique, ça m'emmène toujours sur une page 404. Même si je clique sur écouteur Bluetooth, j'ai toujours page 404. Pourquoi en fait? Pas d'idée? Ok, je vais expliquer. Regarde, lorsque nous sommes en train d'appeler détail, dans Home ici, qu'est-ce qu'on lui fait passer? On lui dit détail / l'ID de notre objet.
Donc ici, ça devient comme toute une route. Pour lui, il va voir quoi? Regarde, si je suis sur l'accueil et que je clique par exemple ici, regarde au niveau ici, il me dit détail /2. Et il va essayer de chercher, est-ce que j'ai une page qui se commence par 2? En fait, qui finit par 2. Donc, est-ce que dans la page détail, j'ai un paramètre 2 ici? Il va dire, je ne trouve pas. Donc, ça veut dire que cette page n'existe pas du tout. Est-ce que tu comprends? Comme cette page n'existe pas, nous, on lui avait déjà dit, si une page n'existe pas, tu nous renvoies à la page 404. Comme il voit que la page détail /2 n'existe pas, il va nous renvoyer 404. Mais c'est à nous de lui préciser, cette page-là, ça existe bel et bien. Alors, c'est ici que j'ai dit la notion de route dynamique. Donc, comme cette variable de l'ID change à chaque fois, on ne va pas le mettre en. Parce que si je mets ici, regarde, si je viens sur app ici et je mets détail /2, regarde, observe bien, /2 comme ça, j'enregistre. Si je reviens ici, il nous montre bien page détail. Il n'y a plus de 404. Pourquoi? Parce qu'il a bien trouvé qu'il y a une page qui est comme ça, qui existe. Mais or, imagine-toi, nous, chaque fois ça change 2, 1, 10, 20, l'ID change. Et comme l'ID change, on doit rendre cette route dynamique. Et donc, pour rendre cette route dynamique, c'est aussi simple. Au lieu de dire 2 comme ça, on va faire 2 points ID. C'est tout. En d'autres termes, on lui dit ici, chaque fois que la valeur de ID la change, tu dois nous afficher la page détail, le composant détail. Il va tenir compte du changement. En d'autres termes, on lui dit que notre page, notre route ne s'arrête pas que sur détail, mais aussi possède des paramètres. Le 2.id là, c'est un paramètre. Maintenant, l'autre qui était là, c'était quoi? Item.id. Voilà. L'ancien qui était là, c'était ça. item.id. Non. C'est qu'on lui, on lui fait passer ici. C'est comme ça. Ici, là, quand on fait détail, ce qui vient ici, c'est le paramètre. Et ce paramètre-là, comment lui, il sait que ça, c'est un paramètre? C'est en appelant cette route de cette manière. Pour lui que toutefois, la valeur qui vient après le slash ici, considère-le comme si c'était un paramètre. C'est-à-dire que c'est la route que vous avez créée pour détail ici. Exact. C'est ça, non? Exact. Maintenant, en fonction de chaque produit, vous Ok. chargez le paramètre ID. Exact. Sinon, au niveau du module détail, là, il y a item.id. Où? Le module, non, pardon, le module home. Oui, là, on appelle ça, on ajoute notre paramètre en fait. Ici. Voilà. Ici, là, c'est notre paramètre. En fait, je vais expliquer plus clair. Regarde. C'est comme si, ici, j'ai dit détail, donc app /2.id. C'est bon. En fait, id ici représente une variable. Le 2 points là, c'est pour dire que c'est un paramètre. Donc, chaque fois que nous, on va appeler par exemple, si on appelle par exemple détail 1, ça sera comme ça. Détail /1. Il va pas mettre 2 points, il va mettre slash. 1. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, React va comprendre que comme ici dans la route, on avait dit 2.id, non? L'id, c'est le 1 là en fait. Et c'est un paramètre que je dois récupérer. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas faire les détails. On va juste afficher, on va s'arrêter par là. Et le lundi, nous allons afficher les détails de chaque produit. C'est bon? Okay. Donc, ici, maintenant, si j'enregistre bien mon app, regarde. Si j'enregistre l'app, ok, j'enregistre bien mon app. Et cette fois-ci, si je reviens sur la page, je peux revenir sur accueil. Si je clique sur téléviseur, je n'ai plus 404. Si je clique, par exemple, sur écouteur, je n'ai plus 404. Donc, du moment que je lui fais passer mon ID ici, il est considéré comme paramètre. Et donc, comme ma route est dynamique, il récupère bien le paramètre que je lui fais passer. Tu comprends maintenant? C'est ça, les routes dynamiques. Et maintenant, le lundi, nous allons afficher tout le reste. Nous allons voir comment afficher les détails de chaque produit. Donc, voilà un peu la notion des routages avec toi. Je fais un récap global et puis je vais me reposer, je suis fatigué. Donc, aujourd'hui, nous avons vu plusieurs choses. C'est un peu beaucoup, mais avec la vidéo, vous allez plus vous en sortir. Donc, nous avons vu comment on crée les routes statiques et les routes, là nous venons de faire les routes dynamiques. C'est bon?
On avait dit les routes statiques, ce sont des routes qui ne changent pas. Par exemple, quand on va sur la page d'accueil, la page à propos, la page contact. Mais les routes dynamiques, ce sont des pages qui changent. Par exemple, tel que dans notre cas ici, on veut afficher les détails d'un produit. Ok, vu qu'on a plusieurs produits, donc on va créer une route qui va récupérer à chaque fois les paramètres du produit qu'on passe pour pouvoir les afficher. C'est bon? Voilà. Juste pour vous dans le même élan, les routes statiques ici, j'ai vu départager les choses. Les routes statiques que nous avons faites, c'est home, about, contact. Voilà, les pages qui ne changent pas en fait. Voilà. Maintenant, ce détail-là, tout cela. Voilà, vu que s'il y a changement à toute fois, parce que le composant détail va afficher plusieurs, en fait, ça, on le modifie, c'est-à-dire que ça change. C'est pourquoi on dit route dynamique. Tu comprends, non? Ok. Ensuite, quand on a terminé les routes, nous avons vu les hooks ensemble. Nous avons vu le use state, on a dit qu'il permet de pouvoir faire la mise à jour d'une variable. C'est bon. Nous avons vu le use effect, auquel on a dit que ça nous permet de pouvoir suivre les mises à jour d'une variable pour effectuer une action donnée. Et ici, on a vu ça avec le suivi de la variable non. Ok? Mais on a aussi dit, on peut aussi utiliser le use effect comme étant le onloader, c'est-à-dire on charge des données que lorsque le composant est monté. Et nous l'avons fait ici. Ici, ça ne se charge qu'une seule fois lorsque le composant est monté. C'est bon? Ok. Ensuite, nous avons vu comment parcourir un tableau avec React en utilisant du JSX. D'abord, ici, on utilise des conditions ternaires. D'accord? Ensuite, ici, on utilise la fonction map pour pouvoir parcourir notre tableau. Et enfin, nous avons vu comment afficher une variable dans du HTML avec React en faisant des accolades, entre accolades le nom de la variable. Voilà ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est bon? Et donc, comme on appelle, le lundi, nous allons afficher les détails du produit. On va parcourir pour afficher les détails du produit. Et ensuite, nous allons passer par des ateliers. On va faire, comme j'avais dit, notre application. C'est déjà ça qui a commencé à notre application mini e-commerce. On va mieux designer ça. Ici, on a ajouté en brut. J'ai ajouté en brut les données comme ça. Mais dans notre atelier, ça sera, mettons, en bouton où on ajoute dynamiquement les produits. C'est-à-dire qu'en formulaire d'ajout des produits, ça s'affiche sur la page d'accueil, on peut voir les détails du produit. C'est bon? Ok. Donc, voilà ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là.